En accord avec M. Pin, je propose de continuer sur l'ordre qui est dans le programme, et donc de continuer sur la question de la gouvernance, avant de passer la parole à mon voisin qui va nous expliquer l'importance de l'entrepreneuriat dans l'équilibre des sociétés. Et donc, pour en rester sur la gouvernance, je voudrais vous dire quelques mots de l'expérience que j'ai tirée de l'observation du printemps arabe en relation avec la notion de gouvernance. Évidemment, la gouvernance, c'est la qualité essentielle pour la réussite économique. Je veux dire, c'est pas le développement d'outils financiers, c'est pas le développement d'instruments économiques qui fait la prospérité des nations. Ce qui fait la prospérité des nations, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la capacité de leurs représentants, d'un gouvernement en l'occurrence, à délivrer un certain nombre de services essentiels. Ça, c'est le point essentiel. Ces services essentiels sont souvent d'ailleurs des services collectifs. Ce n'est pas en facilitant le développement individuel et la satisfaction des aspirations individuelles des gens qu'on fait bouger une société. C'est au contraire par la gestion de ses besoins collectifs. Autrement dit, et ça c'est peut-être une pique à la façon dont nous sommes gouvernés dans une société hyper médiatisée par des politiques qui sont trop en lien avec les évolutions des opinions, c'est pas en donnant des satisfactions à des revendications catégorielles que l'on rend une société heureuse. C'est au contraire en tissant un tissu de solidarité et de respect mutuel que l'on fait avancer un pays, et non pas en donnant raison à Pierre, puis ensuite à Paul, puis ensuite à Jacques, etc. Au contraire, là, on multiplie les micro-fractures qui vous conduisent, si j'ose dire, dans le mur. Alors, le printemps arabe, le surgissement démocratique, d'ailleurs, je préfère ça plutôt que la notion de printemps arabe, ça témoigne quoi? Ça témoigne d'une part de la faillite de la gouvernance. Encore une fois, je m'excuse, je vais généraliser, et je partage tout à fait votre conclusion sur le fait qu'il ne faut pas généraliser, mais d'un autre côté, comment traiter une zone qui va de Gibraltar aux Dardanelles si on ne fait que de la micro-observation? C'est donc le témoignage vivant de la faillite de la gouvernance des différents pays qui se sont soulevés démocratiquement, et derrière ça, l'épuisement du pacte autoritaire sur lequel ces sociétés s'étaient construites après les guerres d'indépendance. Et donc, qu'est-ce que les peuples, lorsqu'ils se sont soulevés vers une aspiration démocratique, ont dit? Ils se sont finalement soulevés vers trois iniquités. À l'encontre de trois iniquités. La première, c'est l'inégalité générationnelle. C'est vraiment la première. Et dans l'inégalité générationnelle, il y a le fait que la jeunesse n'accède pas au pouvoir. Quand je dis au pouvoir, c'est le pouvoir économique, mais c'est le pouvoir d'être entendu, c'est le pouvoir de participer au dialogue politique, c'est le pouvoir d'être représenté, etc., etc. Et dans la jeunesse, il y a évidemment la femme. La femme elle-même, si vous regardez tous les indices de développement humain de tous les pays du Maghreb et du Mashrek, vous vous rendez compte que la femme, c'est pas la moitié de l'homme, c'est moins que la moitié de l'homme, malheureusement. Donc, première inégalité contre laquelle on se lève, c'est l'inégalité générationnelle. La seconde inégalité, qui est au moins aussi importante, même si elle est moins connue, c'est l'inégalité territoriale. C'est-à-dire que dans tous ces pays, il y avait des inégalités énormes entre certains territoires, soit pour des raisons politiques, souvent d'ailleurs pour des raisons politiques, parce que le pouvoir central ne faisait pas confiance à telle région, etc. C'est le Châtel Djerrid en Tunisie, mais c'est l'Oriental ou la région de Tanger au Maroc, etc., etc. Et quelquefois aussi, tout simplement, pour des simples effets de centrifuge dans une économie qui se développe, il y a des zones qui suivent moins vite que d'autres et qui, en principe, devraient attirer l'attention des gouvernements. Et en l'occurrence, ces gouvernements, pour diverses raisons, n'y ont pas porté attention. Juste une anecdote, ça fait maintenant presque 25 ans que je m'occupe de la Méditerranée. Je me souviens très bien avoir discuté avec le gouvernement libanais il y a une dizaine d'années en lui disant qu'il faudrait s'occuper de l'assainissement d'une ville dans le nord du pays, et on m'a répondu non, jamais. On a dit mais pourquoi? Vous voyez bien, il y a des problèmes de santé publique qui s'accumulent, etc. Non, on n'a pas confiance dans cette ville, point. Voilà, et on est allé faire un réseau d'assainissement, mais dans une autre ville. Parce que le gouvernement nous avait dit comme ça, non, celle-là, on ne l'aime pas. Bon. Donc, inégalité territoriale, et j'ajouterais des inégalités territoriales au sein d'un même ensemble.
Chacune de ces villes, par exemple, des pays méditerranéens du Sud et de l'Est, avait elle-même, au sein d'une ville, des inégalités absolument phénoménales. Il n'y a qu'à se voir, si vous voulez, la couronne de bidonvilles autour de Casablanca, par exemple, pour citer un exemple. Donc vous avez au centre de Casablanca des gens qui ont un revenu comparable à celui qu'on trouve en Europe, et à moins de 3 km de là, des gens qui ont un revenu qui est 10 à 12 fois inférieur à celui qui est en Europe. Donc ça ne peut pas fonctionner. La troisième chose contre lesquelles les peuples se sont soulevés, c'est un sentiment de spoliation. Et ce sentiment de spoliation, c'est un sentiment à la fois de spoliation économique, c'est-à-dire qu'en fait, ces gouvernements avaient laissé se développer un capitalisme de connivence et un capitalisme prédateur, c'est-à-dire une répartition très inégalitaire, pour ne pas dire confiscatoire, de la richesse. Mais donc un sentiment de spoliation économique, mais aussi un sentiment de spoliation politique, c'est-à-dire le rejet d'un gouvernement et d'une élite autour de ce gouvernement qui, au fond, ne donnait pas l'image du pays à laquelle la population pouvait s'associer avec fierté. C'est-à-dire ce sentiment, on a vendu mon pays à l'Occident, on a vendu mon pays à un certain type de commerce extérieur, et non seulement on ne me donne pas d'emploi, non seulement on ne me donne pas une perspective politique, non seulement on me confisque une partie de la croissance, mais en plus, de toute façon, je n'ai pas de raison d'être fier de mon drapeau. Et ça, c'est quelque chose qui a amené littéralement les gens dans la rue. Donc, on ne va pas dans la rue uniquement parce qu'on est pauvre. On va dans la rue parce qu'on a l'impression d'avoir perdu sa dignité. Et c'est bien ce qui s'est passé. Et donc, c'est bien une réaction à un problème de gouvernance. C'est pas une réaction à un problème de performance économique. C'est une réaction à un problème de gouvernance. Alors, derrière cette mauvaise gouvernance, il y a évidemment l'épuisement du pacte autoritaire qui était issu des guerres de libération et qui, au fond, a été remis en cause par les chocs pétroliers du milieu des années 70, qui a fait éclater les solidarités arabes, ou plutôt le mythe des solidarités arabes. Et donc, tous les gouvernements, le premier, c'est celui de Sadat, dans les années 70, dans le début des années 70, changent de modèle économique, et quand ils changent de modèle économique, en même temps, ils procèdent à des renversements d'alliances. C'est-à-dire que, grosso modo, vous voyez un pays comme l'Égypte, par exemple, qui se rapproche à la vitesse grand V des États-Unis, alors qu'avant, il était sous Nasser, l'allié des Russes, etc., etc. Donc, on a à la fois un renversement d'alliance, un renversement de système économique. Et ce renversement de système économique, c'est grosso modo une ouverture trop rapide à l'international, la dépendance à 3 flux de financement internationaux que sont les transferts financiers des migrants qui sont installés en Europe ou dans le Golfe, premièrement, les investissements directs étrangers, secondo, et troisièmement, la vente à bas prix de services qui sont de moins en moins performants, parmi lesquels, au premier rang, c'est le tourisme. On vend du service sans se rendre compte, ou peut-être en s'en rendant compte, qu'en fin de compte, on ne touche qu'une fraction minime du service vendu. C'est-à-dire que, comme les réseaux de commercialisation appartiennent en fait au Nord, on vend une chambre d'hôtel en Tunisie, mais finalement, on touche 10% ou 15% du prix qu'on a payé que le client occidental a payé sur la chambre d'hôtel, parce que le reste est allé à la chaîne de valeur, de commercialisation, de transport, etc., etc. Donc là encore, un marché de dupes. Donc, dépendance à 3 flux extérieurs, intégration régionale qui effectivement va créer de la croissance. Il n'y a pas de... tous les chiffres, toutes les séries statistiques le renseignent. Je veux dire, à partir de l'entrée en vigueur des accords de Barcelone, vous avez une croissance qui augmente régulièrement pour atteindre quelquefois 6-7%, 10 années de croissance ininterrompue, etc. Et pourtant, le printemps arabe explose. Pourquoi ? Parce que derrière cette création de richesse, il y a un rapport de plus en plus inégalitaire qui se crée de part et d'autre de la Méditerranée, et de plus en plus inégalitaire dans chacun des pays. Pourquoi ? Parce que cette richesse n'est pas répartie par des politiques structurelles.
Il n'y a pas de politique structurelle d'instauration d'un filet de sécurité sociale, de fiscalité qui permettent de répartir la richesse à l'intérieur de la société, de politique d'aménagement du territoire qui permettent de répartir la richesse selon les territoires, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mesures de court terme, de subventions sur les prix alimentaires, etc. Par exemple, de création massive d'emplois publics, de dons à des chômeurs pour les transformer en un coup de baguette magique en chefs d'entreprise, etc. Bref, des politiques qui, en fin de compte, soulagent les tensions, mais n'apportent aucun remède aux problèmes fondamentaux. Donc, encore une fois, problème de gouvernance, problème d'épuisement du contrat social, en fin de compte. Et donc, on arrive à une révolution où on est face à une double difficulté. Il faut inventer un nouveau contrat social. C'est à une base de comment est-ce qu'on va vivre ensemble et sur quels principes et avec quel mode de répartition. Encore une fois, de la richesse, quand je dis de la richesse, ce n'est pas que du numéraire, c'est la richesse intellectuelle, c'est l'affectio societatis, etc. Et en même temps, reconstruire, relancer l'économie. Bon. Mais si on regarde alors la situation qui est créée depuis 2011, on s'aperçoit que malheureusement, en termes de gouvernance, on n'a pas beaucoup progressé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, je peux vous le dire en tant que praticien de tout cet appareil qui a été mis en place après la révolution tunisienne et égyptienne, puisque je suis Sherpa pour la banque du processus de Deauville. On n'a pas tellement fait de progrès. Quelle est la situation? Au sud, nous avons 2 pays en guerre civile, qui sont la Libye et la Syrie, dont un, la Syrie, qui paralyse l'ensemble régional du Machrek, avec des réfugiés, avec de la tension, avec derrière les frontières encore des zones qui ne sont pas cicatrisées comme l'Irak, etc., etc. Donc on a toute une partie, le flanc est de la Méditerranée, qui est complètement déséquilibré et paralysé, et probablement pour une longue durée. Nous avons 2 pays en transition, qui sont la Tunisie et le Maroc. Ce sont les 2 seuls qui sont en transition. Et fort heureusement, la Tunisie a surmonté, grâce à la force de sa société civile, et en particulier de ses femmes, a surmonté une situation qui commence à devenir extrêmement ambiguë et extrêmement dangereuse. Bon. Mais Dieu merci, nous avons en face de nous un pays qui a retrouvé, me semble-t-il, ses assises, qui recommence à définir une politique de consensus social et une politique de relance de l'économie. Mais encore une fois, il y a dans cette région que 2 pays qui le font. C'est le Maroc depuis 1995, parce qu'il est en évolution démocratique et non pas en révolution, et d'une manière d'ailleurs assez ambiguë, assez paradoxale. C'est-à-dire que c'est à la fois un régime assez autoritaire qui est le régime royal, et en même temps une évolution vers une amélioration des droits économiques, des droits humains, un meilleur équilibre des territoires, etc. Bref, des grandes politiques structurelles. Donc 2 pays paralysés, 2 pays en transition, et 2 pays en guerre civile. Donc c'est pas terrible, et jusqu'à présent, de 2011 à 2014, tous ont fait des politiques économiques qui sont en soi aberrantes. C'est-à-dire, ils ont augmenté les mesures sociales de compensation, ils ont augmenté la création artificielle d'emplois publics, ils ont augmenté des subventions soit au titre de la compensation de la révolution, soit au titre de la compensation du chômage, etc. Et ils n'ont pas développé de projets, de vision, de réforme. Disons-le franchement. Chedli Ayadi me disait, moi je travaille avec le gouverneur de la Banque centrale tunisienne, il me disait, je travaille avec un budget, je n'ai pas de politique économique et je n'ai aucune vision sur ce que je vais faire à la fin du trimestre. Mais néanmoins, je gère les équilibres financiers du pays. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on a à la fois une perte de confiance dans ces économies, une confiance interne et une confiance internationale. Donc on est dans une situation assez fragile. Et je dirais, parmi la fragilité, l'une des plus graves, me semble-t-il, et Dieu merci, la Tunisie a redressé la barre tout récemment, il y a la barre que l'Occident, si vous voulez, hésite entre l'indifférence ou le rejet. Et dans les 2 cas, c'est ce qui est le plus grave, parce que de toute façon, le problème, il est là, et la rive sud de la Méditerranée est à 1 heure d'avion de la rive nord. Donc, je veux dire, on ne peut pas se désintéresser ou rejeter le problème. Au nord,
Au nord, on a eu une communauté internationale totalement impréparée, qui n'a rien vu venir, ça il faut le dire. Même les praticiens du développement n'ont rien vu venir. Nous avons donné des solutions dans l'urgence, c'est ce qu'on a appelé le partenariat de Deauville, parce que l'Union européenne n'était pas prête à redéfinir son contrat avec les pays du Sud, parce qu'au fond, le G7 s'en foutait. Le G7 était tétanisé par la crise globale. La seule chose qui l'intéressait, c'était la remise en état de l'économie occidentale. Et quant au G20, ils s'en foutaient aussi parce que la Chine, le Brésil, les grands émergents, la démocratie, c'est pas leur problème. Donc, faut dire les choses franchement, quoi. C'est pas... Donc, une solution dans l'urgence et enfin un message brouillé, un message très brouillé, parce que même les efforts que l'Europe a fini par faire a été, si j'ose dire, rendu d'une manière peu lisible par des choses comme la guerre en Libye, par exemple, qui quand même donnait l'impression qu'est-ce qu'on fait en Libye? Est-ce qu'on fait vraiment de la démocratie? Est-ce qu'on n'est pas encore en train d'ajouter un désordre infini à une situation qui n'est déjà pas claire? Et puis de toute façon, l'Europe, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéressait, qui continue encore à l'intéresser, c'est sa propre réaction face à la crise économique mondiale. C'est pas face au printemps arabe. Le printemps arabe, c'est, si j'ose dire, un plaisir de connaisseur que nous sommes ici autour de dans cette salle, mais c'est pas un problème collectif partagé sur l'ensemble de l'Europe. Alors, il en résulte le partenariat de Deauville, qui au fond est un marché de dupes. Les pays du Sud croient que ça va être des financements additionnels, alors qu'en fait, ça n'est que du recyclage d'engagements qui avaient déjà été définis. Les pays du Nord pensent qu'à travers le partenariat de Deauville, ils vont impliquer les pays du Golfe dans le développement de la Méditerranée. On se rend bien compte que ça n'est pas réellement le cas. Et en revanche, les pays européens, eux, pensent qu'à travers le partenariat de Deauville, ils vont conforter les autres pays occidentaux, notamment tout l'appareil de Bretton Woods, l'appareil washingtonien, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., sur la gestion du printemps arabe. Donc, vous voyez, c'est vraiment un marché de dupes. Bon, cela étant, il y a des choses qui ont été faites. Je regardais les dernières analyses qui sont disponibles et qui sont contestables parce que le partenariat de Deauville n'a tenu aucune statistique consolidée, si vous voulez, des financements. Mais grosso modo, il y a eu 51,3 milliards de dollars qui ont été versés aux pays en transition. Sur ces 53 milliards de dollars, il y en a 26 qui viennent des pays du Golfe. Et il y en a 24,9 qui viennent de la communauté internationale hors pays du Golfe. Mais là-dedans, il y a de tout. C'est-à-dire il y a à la fois de l'aide à l'ajustement structurel, de la relance économique, de l'aide aux réformes, etc., etc. Et dans ces chiffres, il y a aussi des choses qui sont engagées mais qui ne sont pas versées. Et il y a des choses qui ont été versées, si j'ose dire, sans être engagées, notamment certaines aides des pays du Golfe, qui ont été des aides en liquidité. On se rappellera par exemple comment en 2012, face à la faillite potentielle de l'économie égyptienne, ou plutôt de l'État égyptien, l'Arabie saoudite a subitement acheté 5 milliards de dollars de bons du Trésor égyptien, du jour au lendemain, enfin quasiment en 3 jours. Donc certes, c'est une aide, mais en même temps, il n'y a pas un projet derrière cette aide, il n'y a pas une stratégie derrière cette aide, etc. C'est simplement de l'injection de liquidités. Je ne voudrais pas être trop long, mais ce que je veux simplement faire ressortir là, c'est, si vous voulez, la faiblesse de la gouvernance avant et en réponse au tremblement de terre qu'a été le printemps arabe, la faiblesse de la gouvernance que l'on retrouve à travers une base juridique extrêmement faible qui est le partenariat de Deauville. Le partenariat de Deauville, c'est quoi? C'est une déclaration de chef d'État du G8 en présence de la Tunisie et de l'Égypte sur un bord de mer sur la côte française. C'est tout. Je veux dire, il n'y a pas d'acte juridique, il n'y a pas de... Bon. Alors, c'est un truc qui a fonctionné parce qu'il y avait derrière une dynamique politique. La dynamique politique était liée à la personne du président Sarkozy, puis, on l'a pensé, la personne du président Obama, puisque la coprésidence, enfin plutôt la présidence, suivait le calendrier du G8, donc France, États-Unis, Angleterre et maintenant Russie. On demandait à la Russie de s'occuper du partenariat de Deauville, surtout avec actuellement la crise ukrainienne, vous voyez où on est arrivé. Donc le dynamisme, il tenait en fait à la personne
du chef d'État, si vous voulez, qui initiait le projet. Le président Sarkozy s'est bien rendu compte qu'à Deauville, au mois de mai 2011, il faisait quelque chose qui était purement du provisoire, mais en revanche, il a mis en marche le ministère des Affaires étrangères, la direction du Trésor, les bilatéraux français, les multilatéraux, dont la BUI, dans laquelle la France joue un rôle, etc. Et tout ça s'est mis en marche, a demandé aux pays du Sud de faire des plans de développement économique, et on est arrivé, si vous voulez, aux conférences ministérielles du mois de septembre et du mois d'octobre 2011, où enfin on a mis en place quelque chose qui tenait à peu près debout, avec des engagements non seulement chiffrés, mais des plans de développement, etc., etc. Et puis au mois de décembre, on passe la chose à M. Obama. Et M. Obama, au début, est parfaitement intéressé par le processus. Le seul problème, c'est qu'il rentre en campagne électorale et que dès le mois d'avril, il se rend compte que finalement, le printemps arabe et la Méditerranée, ça ne lui apporte pas une seule voix. Et donc, il laisse tomber le truc. C'est pas qu'il le laisse tomber physiquement, mais politiquement, il le laisse tomber. C'est-à-dire qu'il le fait gérer par son département du commerce et par son département aux affaires étrangères. Et on passe donc d'une gouvernance politique au niveau des chefs d'État, avec une implication personnelle des chefs d'État, à une gouvernance qui reste encore politique, mais par une administration, ce qui n'est pas la même chose. Et à partir du moment où on passe à la gouvernance sous présidence anglaise, au fond, on passe... la gouvernance s'affaiblit encore une fois, puisqu'on passe du niveau service politique de grands États, ministère des Affaires étrangères, département du commerce, à une gouvernance faite par des institutions internationales que sont, en l'occurrence, la Banque islamique de développement, qui assure la coordination de l'appareil de Deauville. Et donc, encore une fois, vous voyez bien que l'appareil de la gouvernance se détériore. Et en même temps qu'il se détériore, le dynamisme se détériore. Alors, et je terminerai par ça, parce que je pense que je suis déjà trop long, et je prie d'excuser mon voisin. Quel est le rôle que peut faire une institution financière internationale comme la BUI, qui est quand même le premier financeur du développement en Méditerranée, face à une situation comme celle-là? Alors, la première des choses, ça a été de se placer sur du long terme, c'est-à-dire de ne pas faire de l'événementiel. Si je reprends les chiffres entre 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, c'est en route. En 2010, nous avons fait 2,5 milliards d'euros de financement en Méditerranée, donc sous les régimes autoritaires. En 2011, nous descendons à 1 milliard d'euros. En 2012, nous descendons à 620 millions d'euros. Et en 2013, on est remonté à 1,6 milliard. Donc, si vous voulez, vous voyez bien qu'on a été pris par, et c'est parfaitement normal, si vous voulez, le mouvement démocratique n'est pas un mouvement linéaire, c'est un mouvement qui est chaotique, et par conséquent, la première des choses à faire, c'est de se placer sur du long terme. Sur le long terme, pendant cette période, nous avons approuvé 5 milliards d'opérations nouvelles, nous avons versé 3,2 milliards. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on a versé 3,2 milliards, même si c'est au titre d'opérations antérieures, même si c'est au titre, comme en Tunisie par exemple, ou en 2012, j'ai signé 400 millions d'euros. 400 millions d'euros en Tunisie, j'en faisais 2,5 fois plus dans une année normale, si vous voulez. Mais bon, par contre, j'ai versé 850 millions d'euros en Tunisie. Et c'est au fond plus important que la signature de 400 millions d'euros nouvelles. Donc, première des choses, aller sur le long terme, tenir compte de la capacité d'absorption des nouveaux régimes, tenir compte de leur méconnaissance des relations internationales, parce que c'est souvent des nouvelles équipes qui arrivent au pouvoir et qu'il faut leur laisser le temps, et non pas les sanctionner, de ne pas comprendre, et leur laisser le temps, au fond, de gérer les 3 leviers. Le premier des leviers, c'est de définir un contrat social, et ça, c'est pas à nous de le définir, c'est à eux. C'est comme on l'a vu avec la société tunisienne, c'est à la société tunisienne de dire ce qu'elle veut faire de sa révolution. Et c'est certainement pas ni à une institution internationale, ni à l'Occident de le faire. Donc on en revient au problème de gouvernance et non pas autre chose. Deuxièmement, essayer de définir un programme de réforme et de mettre à disposition de ces pays une palette, si vous voulez, pour faire des réformes. Et troisièmement, financer le redémarrage économique. Sur le redémarrage économique, nous nous sommes concentrés, si vous voulez, sur ce qui est ce qu'on appelle
techniquement la croissance inclusive, c'est-à-dire qu'on a financé des programmes de logements sociaux en Tunisie, au Maroc, on a financé des programmes de réhabilitation urbaine en Tunisie, au Maroc, en Égypte, on a financé de l'appui aux PME dans tous les pays de la région, on a renforcé nos soutiens aux programmes de microfinance ou nos soutiens au programme de mésofinance, de façon à toucher, si vous voulez, le jeune créateur d'entreprise, l'économie informelle, de façon à la maintenir en vie, etc., etc. Donc, parmi le financement, si vous voulez, du redémarrage de l'économie, un point qui est très important, nous avons continué, nous avons maintenu nos financements au secteur de l'énergie. Parce que s'il y a bien quelque chose dont il faut assurer la continuité, c'est l'énergie. Les pays du Sud ont entre 4 et 6 fois moins d'électricité au compteur de disponible que nous en Europe. L'ensemble des pays de Gibraltar aux Dardanelles a une capacité de production d'électricité qui est équivalente à celle de la France. La France produit de l'électricité pour 60 millions d'habitants. Les pays des Dardanelles à Gibraltar, ils sont 270 millions d'habitants. Donc vous voyez, il y a comme un léger défaut. Donc on a continué à financer l'accès à l'énergie sous forme de génération énergétique propre, mais on va en parler tout à l'heure, sous forme de réseau, de transport, de transmission et de distribution d'énergie. Au niveau de l'assistance technique, je termine, on a encore une fois essayé d'anticiper sur la modernisation des politiques publiques. Nous avons, dans le cadre du Centre de Marseille que nous avons créé avec l'appui de 5 gouvernements du Sud et de la Banque mondiale, qui est une plateforme d'assistance technique à la modernisation des politiques publiques, un programme sur le financement de l'innovation. Comment est-ce qu'on fait une politique de l'innovation dans ces pays? Est-ce qu'on le fait par des infrastructures comme des technopoles? Est-ce qu'on le fait par du soft power comme la modification législative? Est-ce qu'on l'a fait par des politiques d'enrichissement dans le capital humain, etc. etc. Donc, un premier point. Le deuxième point, qui est un programme qu'on a appelé SudMed, et qui est un programme, si vous voulez, d'aide à la planification de la régénération urbaine. Comment gérer les villes? Comment ne pas perdre le patrimoine historique des centres-villes tout en donnant satisfaction et inclusion des populations qui sont en périphérie. Troisième grand programme, comment est-ce qu'on passe à une politique de concession et une politique de PPP pour la gestion des services essentiels, parce que vu le montant des investissements qui doit être satisfait, à peu près 300 milliards d'euros d'ici à 2030 en infrastructures de services essentiels, ce ne sera ni l'aide publique au développement, ni les budgets nationaux qui vont pouvoir le faire. Donc il faut à la fois acquérir des technologies et en même temps mobiliser du capital privé. Et puis, je voudrais citer aussi 2 autres programmes d'assistance technique que nous avons, et l'un qui s'appelle Transtrack, qui consiste à identifier sur le réseau des systèmes de transport régionaux quels sont les points noirs pour essayer d'investir sur la fluidité du système de transport à l'échelle régionale. Par exemple, on travaille actuellement sur tout ce qui est le contournement de Tunis en matière ferroviaire et en matière de logistique portuaire. Pour vous donner un exemple, donc ça c'est le programme Transtrack, et nous avons aussi un autre programme que nous mettons en œuvre d'ailleurs aussi avec l'UPM, qui s'appelle Logismed, et qui est un programme sur la planification, la mise à niveau et la gestion des systèmes de logistique au niveau régional pour les systèmes de logistique des pays du Sud, car sans logistique, le facteur de production des pays du Sud de la Méditerranée perd à peu près la moitié de sa pertinence si on n'a pas le moyen de faire traverser rapidement les marchandises sur l'échelle de la région. Voilà, je m'excuse, j'étais un peu long, mais et maintenant je propose à M. Pin d'entrer sur le domaine de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup.